Bonjour à tous et très bienvenue sur News Jardin TV. Ce nouveau numéro de notre émission Découverte Jardin se déroule à la fin de l'année, donc on avait bien évidemment une ambiance de sapin à vous proposer. Mais nous ne parlerons pas de Noël, il y a beaucoup d'autres choses très intéressantes à voir dans les jardins et même se réchauffer un peu en remontant la saison pour aller voir de très jolis jardins, pour découvrir aussi un peu les secrets de la tomate. Mais nous resterons aussi en décembre, puisque nos experts en matière de taille vous donneront leurs meilleurs conseils. Alors prenons le temps de rester ensemble tranquillement à découvrir le monde des plantes et des jardins. Notre émission commence maintenant. La pomme est vraiment le fruit de la saison hivernale parce qu'elle se conserve très bien. Et un pommier, évidemment, ça se cultive dans un verger. Je vous propose d'aller visiter le verger conservatoire de la Quenexy. C'est en Moselle et c'est un endroit absolument superbe qui a été développé aussi pour être visité. Un jardin où il y a beaucoup de choses à découvrir et bien entendu où il y a des pommes. Alors, croquons-le ensemble, ça sera notre rubrique Jardin à visiter. Bonjour Pascal. Bonjour Patrick et puis bienvenue au jardin fruitier de la Quenexy. Écoute, je suis ravi de revenir dans ce jardin que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps et dont tu es un peu le papa. Oui, je suis le papa de la nouvelle version, de la version jeune de ce jardin, parce que j'ai souvent l'habitude de dire en fait que c'est une vieille dame qui a été créée en 1904 par les Allemands. Ah d'accord. Et en 2004, le département de la Moselle, qui est le propriétaire du site, en fait, m'a demandé de donner une petite cure de jouvence à cette vieille dame, un petit lifting en quelque sorte, et puis de donner des émotions et de créer ce jardin qu'on va pouvoir découvrir aujourd'hui. Quand je suis arrivé, c'était la plus importante collection fruitière française. On avait 1600 espèces de fruitiers sur le site, mais aucune étiquette. Tu imagines un peu le genre, 700 variétés de pommiers, pas une étiquette, juste des plants, etc. Et donc on a essayé de mettre tout ça en musique, de créer un jardin et puis de donner envie aux gens. Alors j'ai souvent l'habitude de paraphraser une célèbre enseigne de magasin en dire emmenez un petit peu de ce jardin chez vous. Voilà, et c'est ce qu'on fait tous les jours dans un jardin qui est absolument fantastique. Donc ça s'appelle les jardins fruitiers de la Quenexy parce qu'il y a cette collection, mais donc il y a des pommiers, mais quoi d'autre? Alors on a pommiers, mirabelliers, poiriers, pruniers, on a des petites collections, quand je dis petites collections, 80 variétés par exemple de noyers, de noisetiers, de framboisiers, on a 96 variétés de framboisiers, et puis des plantes ornementales. On a plein de plantes ornementales pour donner envie. Et donc ce que tu as réussi à faire en fait, c'est d'associer justement ces plantes ornementales. Là ici on est dans une partie potagère, mais un peu comme on aimerait l'avoir, donc avec aussi des fruitiers, avec aussi des fleurs. Et donc tout au long du jardin, on va découvrir ça, on va aller se promener, vous allez voir, c'est formidable. Pascal, on parlait d'arbres fruitiers, on est ici dans un très joli verger, un peu au naturel, ce qui se fait d'ailleurs aujourd'hui. Oui, tout à fait. On voulait montrer en fait à travers ce jardin qu'on appelle le verger prairie, en plantant quelques fruitiers, des plantes mellifères, mais également des plantes d'ornement, juste en taillant quelques allées d'une manière un petit peu structurée. Ça permet de montrer que le jardin n'est pas à l'abandon. Et là, on tombe une fois par semaine, ça suffit. Et puis il y a des abeilles, il y a des tas d'insectes, des tas de rongeurs également. Évidemment, il y a tout un choix de plantes mellifères. On a ici des cnossias, on avait derrière nous des mélillots, il y a même des chardons, parce que tout ça, ça va attirer ce qu'on appelle aujourd'hui la biodiversité, mais qui est très importante pour la production, parce que tu augmentes la production. Ben oui, tout à fait. Cette biodiversité va permettre une meilleure pollinisation et donc une meilleure production. Quoi demander de mieux? Pascal, les jardins fruitiers de la Quenexy sont aussi des jardins gourmands à tous les niveaux, puisque ici on a des fleurs à consommer. Voilà, en fait on a voulu créer ici dans ce qu'on appelle le jardin des fleurs à croquer, où on a mis tout un certain nombre de fleurs. C'était un petit peu une mode, et c'est toujours d'ailleurs une mode. Et par exemple ici, une plante que je pense tous nos téléspectateurs connaissent, c'est la capucine, dont on mange les fleurs, mais également les feuilles. Alors les fleurs, c'est un peu condimentaire, on va dire, c'est assez fort hein, comme le goût de la fleur de capucine. Il faut regarder s'il n'y a pas quelques méliguettes, vous savez, des tout petits insectes coléoptères noirs à l'intérieur pour éviter d'avoir à la fois la viande et puis les légumes. Moi j'ai souvent l'habitude de dire quand je sers ça à la maison, parce que je les lave pas, j'utilise pas de pesticides, donc je les mets comme ça, il y a aussi un peu de protéines animales. On les mange comme ça. Hein. Alors il y a une petite saveur piquante juste derrière, c'est vrai que c'est très particulier. À côté de moi j'ai des fleurs beaucoup plus grosses, là, des hémérocales. Tu vas manger ça? Ah oui, alors ça c'est une plante absolument fantastique que j'adore. On va faire une mousse au thé. C'est très simple, on prend de la crème liquide, on fait infuser dessus pendant une nuit une grosse cuillère à soupe de thé. Après une nuit on va rajouter un petit peu de sucre, on met le tout dans un siphon.
une cartouche de gaz et après on prend ces fleurs, juste un petit peu de mousse au thé et on croque comme ça, c'est absolument délicieux. Pascal, nous voilà dans le potager du curieux. On conserve toujours cette structure que tu aimes bien, donc de carré, c'est très pratique. Et dans chaque carré, des plantes assez intéressantes. Ici, on a de la guimauve. Et juste à côté de toi, je ne sais pas si tu les as reconnues, on a par exemple des fameuses baies de goji. Voilà, le Lycium barbarum, là, plante qui est difficile à cultiver quand même. Assez difficile à cultiver parce que c'est une plante qui pousse relativement haut en montagne. Elle a besoin de froid, elle a besoin de chaleur. Et chez nous, on a de temps en temps quelques fruits, mais c'est bon, c'est plus une plante gadget qu'autre chose. La baie de goji, c'est réputé pour être un des fruits les plus riches en vitamines, en sels minéraux et en oligo-éléments. Il y a beaucoup de plantes très originales, mais il y en a une devant nous. C'est le poivrier du Sichuan. Ce n'est pas un poivrier, Patrick, je pense que tu sais. C'est pas un poivrier. C'est un xanthoxylum et en fait c'est beaucoup plus proche en fait d'un agrume. On mange les graines, les jeunes feuilles. Alors attention, c'est extrêmement piquant comme arbuste. Sur le grain, on va manger tout simplement l'écorce et quand tu vas le manger, sous la langue, tu vas avoir un pouvoir anesthésiant. Tous les xanthoxylums sont des plantes très intéressantes et moi j'adore les utiliser en cuisine. Pascal, nous allons terminer cette petite et rapide promenade dans les jardins fruitiers de la Connexie avec un voyage jusqu'en Nouvelle-Zélande, aux antipodes, parce qu'ici c'est un jardin authentiquement néo-zélandais. Voilà, c'est un jardin maori. Nous avons la chance d'avoir à la Connexie en fait le premier jardin maori en dehors de la Nouvelle-Zélande, mais également le premier jardin des Premières Nations du Canada en dehors du Canada. C'est tout à fait étonnant de voir en fait ce qui ressemble à la fois à une sculpture, à un masque, etc. et qu'on n'est pas du tout. Hein. Non, en fait c'est une bêche géante. Nos amis maoris qui ont voulu faire ce jardin avec nous ont voulu raconter l'histoire de la création de la Nouvelle-Zélande et du peuple maori, où un guerrier est arrivé, a planté sa bêche qu'on appelle le cou dans la terre. De l'eau est apparue et c'est ainsi qu'est née la Nouvelle-Zélande. Carrément, donc voilà, on voyage, on a des mystères, on a des plantes, on les goûte, on se fait un grand plaisir et c'est ouvert toute l'année. Et on est ouvert en fait du 1er avril, et c'est pas un poisson d'avril, hein, jusqu'au 30 octobre, les mercredis, jeudis, vendredis, samedis et dimanches de 10h à 19h. Si l'on s'arrête simplement au nombre de plants vendus chaque année, la tomate est assurément la plante préférée des Français. C'est vrai que c'est un légume facile à cultiver, généreux, productif, un légume d'été bien entendu. Alors je vous propose, pour mieux la connaître sur le plan botanique, sur le plan de son histoire et découvrir quelques belles variétés, d'aller tout simplement au Conservatoire national de la tomate. C'est le château de la Bourdaissière à Montlouis-sur-Loire. Nous allons y rencontrer son jardinier. Ça sera notre rubrique Plante vedette. Difficile de rêver d'un meilleur endroit que le Conservatoire national des tomates pour vous parler de ce légume-fruit vraiment extraordinaire. Nous sommes ici à Montlouis-sur-Loire, au château de la Bourdaissière, et il y a pas moins de 700 variétés dans ce potager derrière moi. Alors bien entendu, ce légume peut vous sembler des plus banals parce que vous le cultivez certainement dans votre jardin, mais je vous garantis que son histoire est vraiment passionnante et je vous propose de la vivre ensemble. Nous sommes au XVe siècle. Les conquistadors espagnols poursuivent leur avancée en Amérique latine, arrivent au Mexique et découvrent chez les Aztèques exactement la même plante. Intrigués, ils en prennent quelques plants, les mettent dans leur caravelle, traversent l'Atlantique et rapportent la plante en Espagne. À ce moment-là, un botaniste italien qui s'appelle Pietro Andrea Mattioli, nous sommes en 1554, décrit pour la première fois la plante et l'appelle la pomme d'or, pomodoro. Une dizaine d'années plus tard, cette pomme d'or sera devenue une tomate avec ce beau fruit rouge que nous connaissons, et c'est là que va intervenir un grand savant de la botanique. En 1753, le célèbre Carl von Linné, naturaliste suédois qui a nommé énormément de plantes dans son livre Genera Plantarum, appelle cette plante Solanum lycopersicum. Cela veut dire tout simplement la morelle pêche de loup. À l'époque, on pense encore que la tomate est une plante qui est toxique. Et il est vrai que les parties vertes de la plante le sont. Elles contiennent de la solanine. En revanche, il faudra attendre 1778, c'est-à-dire 25 ans plus tard, pour que dans un catalogue Vilmorin paraisse enfin à la rubrique plantes potagères la tomate. Jusqu'alors, elle avait été classée parmi les plantes ornementales. Sous nos climats, la tomate se comporte comme une plante annuelle parce qu'elle est très frileuse. Elle va mourir aux premières gelées. Cela veut dire qu'il faut la planter dans nos jardins
pas avant le début mai, pour être vraiment assuré qu'elle va se développer correctement. En revanche, ça a énormément de vigueur, puisque regardez, elle peut atteindre même 2 à 3 mètres de hauteur. Dans la nature, c'est une plante rampante, une plante qui s'étale, parce que ses tiges sont grêles tout simplement. On est donc obligé de les attacher, comme ici par exemple, on a mis simplement de la ficelle pour permettre à la plante d'épouser la forme de son tuteur et surtout d'avoir ses fruits qui sont très accessibles. Mais une chose qui est très intéressante pour les jardiniers au niveau de la tomate, et ça il faut le savoir, c'est la forme particulière de la fleur. Cette plante est autogame, ça veut dire que la fleur est capable de s'auto-féconder. Tout simplement parce que nous avons ici toute une rangée d'étamines qui entourent un petit pistil, et quand on va retirer ces étamines, voilà, au milieu ici de mes doigts, j'ai le pistil, tout vert ici. Eh bien, le pollen pas abondant qu'il y a au niveau des étamines va se mettre directement sur le pistil, donc sur le style du pistil ici, et va permettre d'auto-féconder la fleur. Les insectes ne viennent pas, ils ne sont pas attirés, il n'y a pas de nectar, il n'y a pas d'odeur particulière, et donc la fleur s'auto-féconde. Donc si vous avez planté des tomates d'une variété classique, une variété qui est bien fixée, d'année en année, vous pouvez récolter vos graines. Donc à la fin de saison, lorsque vous aurez des fruits extrêmement mûrs, vous extrayez tout simplement des graines, vous les nettoyez, vous les gardez pour les semer l'année suivante. En revanche, bien sûr, avec les hybrides, il n'en est pas question. On doit sans aucun doute aux Italiens le fait d'avoir été les premiers à améliorer gustativement les variétés de tomates. Et puis les Français s'y sont mis et tout d'un coup ça a été bien meilleur au niveau de la gastronomie. On avait des tomates plus souples, plus charnues, plus juteuses. En 1810, on n'avait guère que 4 variétés. En 1925, on en avait une cinquantaine. Aujourd'hui, elles se comptent par milliers et on hybride et on hybride et on hybride en permanence de nouvelles tomates pour obtenir non seulement une production plus satisfaisante, une résistance aux maladies bien évidemment, et aussi une qualité. Parce qu'il faut bien le savoir, ce sont les variétés qui donnent la qualité gustative. Et d'ailleurs, nous avons tourné ici même une autre vidéo dans laquelle nous vous présentons les meilleures variétés de tomates classiques. Il ne faut surtout pas dénigrer les hybrides. Les hybrides ne sont pas des OGM, ce sont des plantes que l'on a multipliées, croisées volontairement pour obtenir des qualités spécifiques, et croyez-moi, il y en a d'excellentes. Mais bien entendu, c'est la façon dont vous allez cultiver vos tomates dans votre propre jardin, l'amélioration du sol, sa qualité intrinsèque, ce que l'on appelle tout simplement le terroir, qui va donner toute la valeur gustative de vos tomates. Elles seront toujours supérieures à celles du commerce, qui sont la plupart du temps cultivées en serre et dans des cubes de laine de roche avec uniquement une alimentation sous perfusion. Et dans votre jardin, avec de bons conseils, vous allez obtenir des tomates délicieuses. Alors, suivez-moi, je vais vous donner mes petits secrets. La culture de la tomate étant annuelle, il est extrêmement important d'amender le sol, et ceci dès l'automne. Vous allez apporter du fumier qui va, pendant l'hiver, être décomposé grâce aux micro-organismes, et lorsque, dès le mois de mai, vous planterez vos tomates, eh bien, le sol, lui, sera à la fois souple, enrichi, fertile, de manière à ce que les racines puissent bien se nourrir. Regardez le développement de ces plantes, il leur faut vraiment de la bonne nourriture et surtout un sol qui soit drainant. En revanche, dès que les températures s'élèvent, il faut arroser les tomates. Elles ont besoin de beaucoup d'eau et d'un arrosage qui soit régulier. Si vous arrosez de façon un petit peu épisodique, eh bien vous aurez des problèmes, soit des crevasses, soit ce que l'on appelle aussi le cul noir, la pourriture apicale. Donc pensez bien à cela, et dans votre jardin vous pouvez aussi tout à fait pailler le sol avec soit de la paille, soit du compost. Ça sera extrêmement bénéfique pour vos tomates. Enfin, n'oubliez pas une chose, le feuillage est extrêmement sensible au mildiou et il faut éviter l'arrosage par aspersion, et si vous habitez une région qui est soumise à de fortes précipitations, le mieux c'est de cultiver vos tomates sous abri. Si la tomate présente quelque intérêt décoratif et notamment en pot sur le balcon, il est évident qu'on la cultive principalement comme légume pour son
fruit. Et ce fruit a une valeur nutritive tout à fait particulière. Il n'est pas extrêmement calorique, hein, 15 kilocalories pour 100 grammes, c'est pas beaucoup, mais il contient surtout du lycopène. Le lycopène qui est le pigment qui donne cette belle couleur rouge au fruit et qui est un protecteur vasculaire et surtout un protecteur contre le cancer de la prostate de toute première importance. C'est un antioxydant, donc n'hésitez pas, mangez des tomates, c'est bon pour la santé. Excellente. Si les rosiers modernes, qui ont une floraison remontante, c'est-à-dire qu'ils fleurissent au mois de juin, puis en été, eux se taillent vers la fin février, début mars, lorsque la végétation redémarre, eh bien, les rosiers lianes, les rosiers anciens, les rosiers sarmenteux, comme on dit, ces grands grimpants qui, eux, ne fleurissent qu'une seule fois vers le mois de mai ou juin, eh bien, se taillent en été. Alors nous allons retrouver tout de suite Jean-Luc Echen, notre maître de la taille et du sécateur, pour sa rubrique La taille en détail, et c'est tout de suite. Bonjour à tous, nous sommes maintenant au plein mois d'août. Cet hiver, dans une précédente vidéo, je vous avais montré comment tailler ce rosier. Il a bien fleuri. On va voir maintenant ce qu'il faut faire à cette époque-ci. Ce rosier se nomme Pierre de Ronsard. C'est une variété à grosses fleurs, moderne et remontante, et cultivée ici sous sa forme grimpante. L'hiver dernier, nous avons travaillé sur ce rosier. Nous avons fait un palissage à plat, le long des fils, et voilà ce que ça donne en floraison. Maintenant, nous sommes au mois d'août, il y a une autre taille à faire pour obtenir la deuxième floraison du rosier remontant. On va devoir tailler les fleurs fanées, mais lesquelles? Je tape un peu, celle-ci va bien. Ça c'est évident, elle est partie. Et là, je vois qu'elle est passée parce que en tapotant un tout petit peu, j'ai quelques pétales qui tombent, la floraison est terminée. Je vais pouvoir tailler dès maintenant, mais où? Pour savoir où couper et supprimer la fleur fanée, il faut comprendre quelques petites choses particulières sur le fonctionnement de la botanique des rosiers. Les rosiers modernes portent des feuilles à 5 ou 7 folioles par feuille. À l'extrémité du rameau, on a la fleur qui est nourrie par un groupe de feuilles particulières qui ont 3, 5 folioles, qui ont toujours moins de folioles que les feuilles du rameau. Il ne faut pas couper juste à la base de la fleur parce que les bourgeons qui sont portés par ces feuilles ne donneront jamais de fleurs. Je vais aller compter et à la deuxième ou à la troisième feuille, c'est à cet endroit-là que je couperai. 2, 3 et je coupe. Je vais vous donner mon truc pour vous simplifier la vie. Les 3 premières feuilles, ce sont les feuilles nourricières de la fleur. Je n'en tiens pas compte. Et je compte ensuite 1, 2, 3, et là je coupe. Un bon conseil, supprimez les fleurs avant qu'elles ne forment leurs fruits, le cynorrhodon, sur les rosiers qui fleurissent en bouquet. Supprimez les fleurs fanées au fur et à mesure avant d'éliminer toute l'inflorescence. Voilà une jeune pousse qui est née au printemps. Elle est très vigoureuse, elle a atteint 2 mètres et elle est passée du stade herbacé où elle est tendre, cassante, on ne peut rien faire, à un stade ligneux, on dit le stade outé, où là je vais pouvoir l'arquer et nous allons pouvoir nous en servir pour renouveler la charpente. Depuis le bas jusque vers le haut, j'ai une charpentière qui est morte, complètement desséchée. Je vais me servir de ce rameau-là, qui est tout neuf, outé, pour pouvoir le remplacer. Voilà. J'enlève les ligatures sur la vieille branche, donc sur le fil et sur le bambou. Je vais jusqu'à la base et je taille. Ici, je coupe le bois sec. Tac. Je me fais la place. Ici. Et ensuite de quoi, très délicatement, pour ne pas casser, je conserve les 2 départs et je vais aller arquer la plante. Je vais la conduire d'abord sur le bambou, à l'oblique ici. Donc je l'attache toujours avec un tourmort et un nœud plat. Et très délicatement, je vais prendre le premier rameau que je vais mettre sur le premier étage. Je l'attache bien fermement.
ici, une attache. J'utilise un lien ici qui est un lien sans fil de fer, c'est un lien élastique qui ne va pas blesser la plante. Et j'en mets une deuxième ici. Hop. Donc là ici un tour mort. Un premier nœud, un deuxième nœud pour faire un nœud plat. Et je vais couper l'extrémité ici. En coupant l'extrémité, je vais arrêter la pousse. Ça va me permettre d'obtenir des rameaux latéraux qui vont porter des fleurs. Et la deuxième pousse, je ne vais pas la laisser verticale. Je vais composer mes étages au fur et à mesure par le bas. Donc il va aller juste sur l'étage supérieur. Je vais le glisser comme ça. Et il va passer en dessous et assurer la continuité entre les deux plantes. L'année prochaine, lorsque j'aurai une autre pousse, j'irai un étage supérieur. Voilà. Et une fois que j'ai posé mes deux attaches, je consolide mon rameau en l'attachant sur le bambou. Une fois un peu plus haut, juste avant l'arcure. Ici. Voilà. Et je supprime l'extrémité pour arrêter la sève, environ 30 cm. Et avec les rosiers grimpants, pensez toujours à bien les rapprocher sur leur support. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Taille tôt, taille tard, taille court, mais taille donc. Et à bientôt pour une nouvelle taille en détail. Si tous les jardins sont des créations uniques, eh bien pour parodier Coluche, je dirais que celui que nous allons voir aujourd'hui est plus unique que les autres. Et oui, vous avez autour de moi des buis taillés, vous connaissez la taille habituelle, la taille en boule, la taille en spirale, la taille en cône, donc la taille en forme géométrique, mais je vous propose de voir vraiment ce que peut être une taille artistique, une taille tout à fait extraordinaire par un homme qui adore ses plantes et qui a aussi beaucoup de talent. Il s'appelle Thierry et nous allons le rencontrer tout de suite. Thierry, bonjour. Bonjour Patrick. Merci de nous accueillir ici. Nous sommes dans la Sarthe et contrairement à ce que vous pourriez penser, nous sommes déjà dans les prémices d'un jardin parce que c'est là que tout a commencé. Oui, tout à fait. Là, vous voyez, on a une buissée sauvage et c'est à partir de cette buissée que j'ai observé pendant quelques années. Le port des buis, si vous regardez bien, on peut voir un Acer palmatum très caractéristique. Mais à partir de ce buis sauvage qui a dû être étouffé par les autres, on peut arriver à faire une très belle chose. Et là, ça va commencer parce que nous allons maintenant passer dans la partie que Thierry a travaillée et vous allez voir comment, à partir d'un élément sauvage comme ça, on peut faire du grand art. Alors Thierry, nous sommes partis donc de cette espèce de forêt naturelle, de ce buissonnage, pour arriver à cet ensemble harmonieux de la sculpture que vous avez fait petit à petit. Combien de temps? 9 ans. Je ne compte pas en travail, c'est comme des enfants, donc je les élève et je les vois grandir, donc je m'occupe d'eux. Mais de dire que c'est du travail, oui c'est du travail si vous voulez, mais c'est tous les jours. En fait il y a 8 points pour les observer. Vous les observez de droite à gauche, de gauche à droite, vous les regardez par en dessous, vous les regardez par au-dessus, et après vous vous éloignez et vous faites les 4 points cardinaux sur une pièce. Et après, une fois que vous avez fait une pièce, il faut prendre l'ensemble des pièces pour refaire la même chose. C'est ce que j'appelle la beauté équilibrée. Maintenant, je les photographie pour voir quelle est la forme et voir si la forme me plaît, je la regarde à plat. Mais au départ, je refusais de faire des photos parce que je ne les aimais pas. Je ne voulais pas mémoriser le départ de ces sculptures parce que j'avais pas assez de matière. Nous allons maintenant rentrer dans les secrets de Thierry. Il va vous montrer des choses que vous n'avez jamais vues. Parce que moi, personnellement, je ne les avais non plus jamais vus. Déjà, Thierry, première chose, ce côté de dénuder pour pouvoir obtenir une statue, quoi, quelque chose de tout à fait particulier. Oui, ben là, vous avez la partie qui est pleine, et puis là, vous avez la partie vide. Parce qu'en fait, ils sont très bien enracinés, donc ils ont un pouvoir très important de se redévelopper une fois que vous avez taillé un certain nombre de branches. Là, vous avez énormément de branches qui ont été taillées. Si vous voulez avoir ça, vous partez de là, et là c'est un tout petit peu tôt, mais déjà, là, je coupe, tout petit peu. Alors pourquoi est-ce que vous ne les enlevez pas entièrement? Je ne peux pas parce que c'est ce qui va me permettre de créer des petits bouquets. Ce sont des petits bouquets que j'ai réussi à réunir. Donc en fait là vous avez des petits bouquets partout. Vous voyez, il faut passer son temps
à tailler les petites repousses qui ont bien voulu sortir. Vous les taillez en permanence et à ce moment-là, ils grossissent et ils se forment en bouquets. Et puis vous arrivez après à réunir les bouquets les uns après les autres. Mais à l'inverse, si on veut faire cette partie de bois, Oui. là on les coupe Vous les complètement, coupez complètement. Et vous les en coupez permanence. Et en permanence. Et alors après, ils ne poussent plus. Une fois que vous les avez coupés 2-3 fois sur 2-3 saisons, ils ne font plus de rejet. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que les premières années, ils poussent toujours avec une seule tige, avec des grosses feuilles, et au bout de 2-3 saisons, ils acceptent de pousser en bouquet. C'est ce qu'on voit souvent sur les bonsaïs. Quand on fait de la taille de bonsaï, au départ, on a une plante avec des feuilles de taille normale, Oui. et au fur et à mesure qu'on les a pincées, qu'on les a taillées, les feuilles se réduisent petit à petit. Mais là, il y a une chose qu'il faut savoir, vous les avez pas plantées. Non. Ils étaient là naturellement. Naturellement. J'ai pas choisi le remplacement non plus. Donc c'est là où ça devient compliqué, c'est que maintenant, il y en a quelques-uns que comme je ne peux pas les déplacer, je dois ou les sacrifier ou alors les retravailler encore beaucoup plus par rapport aux autres. Ça, c'est un autre travail, ça. C'est comme Pénélope, on remet sur l'ouvrage en permanence de façon à créer une pièce unique, Oui. absolument. Thierry, nous sommes devant une œuvre, je dirais, parce qu'en fait c'est élégant, c'est léger, mais en même temps c'est une seule plante. Oui, c'est un seul buis, fait comme un puzzle, vous voyez, qui est ajouré. Et ce puzzle est soutenu par des branches derrière. Et après, vous avez les deux têtes qui terminent le buis. Vous avez 3 sculptures en fait. Vous avez la sculpture de devant qui est le puzzle, les 2 têtes, et puis vous avez l'arrière si vous voulez voir. Vous avez le squelette derrière. Et ce qui est intéressant dans ce que vous faites, c'est aussi que les surfaces sont rarement régulières parce que vous allez aussi légèrement Ouais, les incurver. Il faut jouer avec les ombres et les lumières. Exactement. Même les trous sont intéressants. C'est-à-dire qu'en fait, les trous, il faut les accepter et les vouloir et justement travailler avec pour justement, de loin, ça vous permet d'avoir des ombres portées et ça, c'est très intéressant. Parce que ça vous permet de créer 2 lumières et en même temps, ça crée aussi 2 couleurs. Ici, par exemple, on est sur du vert foncé Ouais. et à côté, on a le vert clair Ouais. et le buis joue en permanence Ouais, comme c'est ça. exactement. Alors, ce qui est extraordinaire aussi, c'est que dans votre jardin, vous avez, donc, on va dire, c'est quelqu'un qui est un maniaque du sécateur, il taille, etc. Il n'y a aucune ligne droite, enfin, du moins dans cette partie. Non, je crois qu'il y en a nulle part des lignes droites. Je crois que ça n'existe pas. Sauf dans les quartz, mais je crois que les lignes droites n'existent pas. Les angles n'existent pas. Je travaille énormément dans le mouvement. Vous êtes un adepte de Gilles Clément? Ah, j'aime beaucoup Gilles Clément. Je pense que c'est un Le jardin grand en maître. mouvement. Oui, c'est un grand maître. Je pense que c'est aussi une philosophie, le mouvement. Donc, oui, non, c'est un grand monsieur. Thierry, nous parlions au tout début de ce reportage donc d'un buis qui ressemblait à un érable du Japon. Et celui-ci, on va dire, c'est un peu l'aboutissement. Ben voilà, que je voyais sur un buis sauvage. J'ai vu ça et voilà. Et celui-là, vous l'avez avec 7 plateaux. Et vous avez maintenant 7 nuages. Et il a ce mouvement comme ça, un peu en lévitation. Alors, ce qui est extraordinaire, je trouve, c'est que vos plateaux, non seulement ils sont équilibrés dans une forme artistique, mais en plus, ils ne sont pas dans le plan. Vous Mais les il faut faites pas. Ben bouger. oui, il faut les bouger. Ben oui, parce qu'il faut toujours être en mouvement. En fait, je garde toujours ce qui est le plus torturé, le plus mouvementé et parfois le plus surprenant, voilà, dans les branches. Alors comme quoi la laideur apparente peut aboutir vraiment à la beauté absolue, mais à condition d'avoir un peu de talent. Alors Thierry, nous sommes un peu devant la pièce maîtresse, le chef-d'œuvre qui vous a été inspiré par un grand compositeur. Oui, Dimitri Shostakovich. Tout simplement parce que je me suis fait aider par la musique. Shostakovich, c'est une musique très engagée, assez politique, c'est vrai, mais qui donne une force et qui vous aide en fait à tailler. Il y a le mouvement, il y a un mouvement, il y a une partition, très oui. forte. Et en fait, j'ai souligné le mouvement en peignant les troncs à la chaux, parce qu'en fait, je crois qu'il manquait tout simplement la peinture, la vraie peinture dans le tableau. Et nous sommes donc devant l'œuvre magistrale de Thierry, qui est comme une symphonie avec ses notes qui dansent et qui vous invite aussi à la rêverie dans ce jardin absolument magnifique, un jardin qui est secret, un jardin qui est privé, un jardin qui vous invite tout simplement à l'art absolu, ce que l'on appelle l'art des jardins. Nous sommes début décembre et le ramassage des feuilles reste encore d'actualité, notamment pour créer un sol vivant. Ce que je viens de faire ici, c'est-à-dire faire un paillis avec les feuilles mortes, va être extrêmement utile parce qu'elles vont se décomposer petit à petit au fil des mois, tout simplement, créer un mycélium, et ça va favoriser la présence des micro-organismes. C'est la base même de ce que l'on appelle aujourd'hui le jardinage au naturel, mais je vous propose de rencontrer tout de suite une spécialiste de ce domaine. Elle cultive un jardin magnifique à Vittel, un jardin uniquement au naturel. Elle s'appelle Marilyn, on la rencontre tout de suite, c'est la rubrique jardinage au naturel.
Marilyn, bonjour. Bonjour Patrick. Toi, tu es la jardinière des lieux, Madame Potager. Oui, absolument. Et pourtant, c'est pas du tout au départ ma formation. Oui, tu étais une grande sportive, toi. Voilà, c'est ça. Voilà, je fais ce geste-là parce que c'était Madame Handball, en fait. Oui, oui, handballeuse, absolument. Voilà. Et donc, du coup, voilà, quand j'ai rencontré Roland, j'ai découvert tout ce monde du jardin qui était vraiment très, très éloigné de mon monde à moi. Et je me suis découvert une passion vraiment pour le potager. En fait, on est dans un potager, on va dire, ultra moderne parce que c'est totalement naturel, c'est-à-dire que ça va plus loin même que le bio. On est dans du naturel 100%. Et aussi, c'est un jardin complet, parce que nous avons des légumes, bien sûr, il y a des aromatiques, il y a des fleurs, il y a des arbres, et notamment des arbres fruitiers. Alors pratiquement tout se mange dans ton jardin. Oui, en fait j'ai visé ça. On peut dire que je suis super gourmande, mais c'est un peu ça peut-être. En tout cas, je voulais un jardin qui soit beau, et en même temps, effectivement, qu'on puisse manger, et en essayant de devenir petit à petit autosuffisante. Alors ça a l'air d'être vraiment, on va dire, un challenge quasiment impossible. Donc Marilyn va nous expliquer les techniques qu'elle emploie. Elles sont tout à fait particulières et elles sont absolument passionnantes. Vous allez voir, vous allez même pouvoir le faire dans votre propre jardin. Alors Marilyn, en plein travail, mais toi tu ne retournes pas la terre. Non, tu vois là je suis en train de te faire une petite séance de steps. En fait non, le principe du jardinage au naturel, c'est de garder un maximum le sol vivant. Et donc du coup, je fais que l'aérer, comme ça je garde toutes les couches de la terre avec les organismes et les bactéries à leur bonne profondeur. Comme ça se passe d'ailleurs dans la nature, puisque en fait dans la nature il y a rarement la terre qui est bouleversée. En revanche, quand tu apportes ton compost, quand tu as fait aussi des engrais verts, parce que je crois que tu fais des engrais verts, tu vas les enfouir naturellement. Tout simplement, pareil, avec la même méthode, c'est-à-dire qu'une fois que le compost est posé ou les engrais verts sont complètement secs, c'est-à-dire à ces plantes qui ont séché, et pareil, je remue que la terre et ça descend dedans. Voilà, les éléments nutritifs qui sont contenus dans la plante vont descendre et vont effectivement fertiliser la terre. Alors, une fois que tu as fait ce petit travail-là, donc la terre elle est quand même un peu bouleversée en surface, là tu la prépares de façon normale. Complètement, c'est-à-dire qu'après ça, je vais passer un petit coup de râteau pour la faire plane et là, après ça, je vais installer ce dont j'ai envie. Hein, qu'est-ce que tu as envie aujourd'hui? Je sais pas, moi j'aime bien les carottes, donc j'en ai fait un petit peu par-ci par-là. Je pense que je vais en rajouter parce que j'aime beaucoup. Alors on va faire un petit semis de carottes. Donc tu vois, comme j'ai semé là un peu serré, avec mon râteau, je vais étaler de façon à éclaircir un petit peu, simplement. Hein, vraiment tout simple comme ça. Voilà, donc effectivement c'est une méthode simple, pratique, mais je voudrais savoir quel type de variété tu utilises. Uniquement des variétés anciennes, comme font beaucoup de potagéristes bio, ou tout ce qui te tombe sous la main? J'utilise de tout. De tout? Oui. Clairement, en fait, je vais choisir pour le côté goût, pour ce que j'aime, etc. plutôt que, j'essaye de tout. Et donc, dans tes expériences, qu'est-ce que ça a montré? Que les variétés nouvelles étaient moins savoureuses que les anciennes, ou ça dépend? Non, pas du tout. Il y a vraiment le constat, c'est que ce soit ancienne ou nouvelle, il y a du coup, à partir du moment où la plante reçoit assez d'eau, assez de soleil, etc., il y a du goût. Il y a certaines, effectivement, tomates qui ont un peu plus de sucre d'autres, parce qu'on fait aussi des fois des tests Brix. C'est la variété, mais j'ai pas vu de lien entre ancien et nouveau. Voilà. Mais en revanche, on voit un lien avec le terroir. Il n'y a pas de raison, par exemple, qu'au niveau de la vigne, on ait des différences énormes d'une région à l'autre et même parfois d'un endroit à l'autre pour qu'il n'y ait pas la même chose au potager. Oui, absolument, c'est vrai, c'est complètement ça. Nous voici dans un autre endroit de ce jardin qui n'est pas immense, un jardin d'environ 1000 m², avec, on va dire, une sorte de tentative de permaculture, ou du moins une inspiration de la permaculture, puisqu'on a une magnifique butte sur laquelle donc ça pousse énormément. Hein. Oui, absolument. En fait, j'ai décaissé pas mal de terrain pour installer des petits fruits. J'avais un petit peu de déficit au niveau des petits fruits. Et du coup, je me suis retrouvée avec pas mal de terre, de gazon, etc. Et j'ai pris le principe un petit peu des buttes en lasagne, azote, carbone, etc. Et j'ai monté cette butte que j'ai fait en croissant, pour te dire, hein, tu vois, tout ce qui a été retiré quand même. J'aime bien aussi que ce soit un peu déco. Je me suis servi de vieilles nappes cirées, toile cirée, ouais. de toile cirée. Pour faire un décor. Voilà, un décor.
D'accord, parce que c'est vrai qu'au départ, il n'y avait pas toutes ces feuilles, évidemment ça a poussé, là elles sont pas mal recouvertes, donc au départ je voulais quand même que ça reste esthétique. Donc du coup j'ai eu cette idée, et ce qui est très bien parce que finalement quand il pleut, ça garde beaucoup l'humidité. Ça évite le ravinement. Alors ce que je voudrais savoir quand même, c'est qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Donc tu as dit de la terre que tu as décaissée, tu as parlé de carbone, quoi, des morceaux de bois. Du bois sec, pas du bois vert, du bois sec, et carton aussi. Et du carton. Alors c'est comment? Terre, oui, bois, voilà, terre, absolument, carton. à chaque fois. Donc en fait, on fait une sorte de millefeuille qui s'empile. Et l'avantage aussi, c'est donc que ça retient quand même pas mal l'humidité grâce à la paille, grâce aussi aux toiles. Oui. T'arroses pratiquement pas. J'ai juste arrosé en fait la première semaine de l'installation. Et après, bon, c'est vrai qu'il a plu aussi beaucoup. On est dans les Vosges, donc c'est vert. Maintenant, c'est terminé. Simplement la rosée du matin est largement suffisante. Et donc, du coup, ça pousse. Et regarde, il y a beaucoup de fruits. Ça pousse, et ça pousse même très très bien. On voit les insectes qui travaillent comme des fous, et au niveau des insectes, c'est quelque chose de capital dans ce jardin. On va donc aller voir tout de suite comment Marilyn s'occupe des insectes avec des plantes, bien sûr. Marilyn, on parlait de pollinisation, on parlait d'insectes. Effectivement, les insectes sont là, le bourdon, ça travaille, les abeilles, ça travaille. C'est génial. En plus, elle est très jolie. Et c'est une généreuse. C'est-à-dire qu'il suffit que tu la sèmes une fois, une année, et après, elle va se développer naturellement toute seule. Alors c'est une promeneuse en fait. Absolument, absolument. Elle se balade. Et c'est génial parce que du fait, elle va se retrouver à côté des courgettes et ça va faciliter la pollinisation, donc la mise à fruit des courgettes, des tomates, des pommes, partout en fait. Et un petit conseil de photographe, regardez toujours cette plante dans le contre-jour parce qu'elle est tellement recouverte de poils que ça brille et ça devient un véritable bijou. Marilyn, merci beaucoup d'avoir fait visiter ton jardin à tous nos amis téléspectateurs. C'était formidable, il est très beau, il y a beaucoup de choses variées. C'est ton terrain de jeu, mais c'est aussi ton lieu de travail. Oui, absolument. Grâce à ce potager et toutes ces façons donc, de faire du jardinage naturel, je propose donc des ateliers de jardinage naturel, des ateliers de compost aussi, et également des ateliers de cuisine végétale. Parce que quand on a autant de variétés, à un moment donné, on se gratte un peu la tête pour savoir comment on va faire tout ça, comment on va composer, comment on va confectionner des plats, comment aussi on va les conserver. Voilà, donc, tout alors ça. si vous êtes gourmand, si vous êtes passionné par le potager, n'hésitez pas, un petit séjour vers les Vosges, vous savez, il fait très très bon. Et Marilyn, c'est vraiment une super jardinière. À bientôt. Nous sommes à la fin de l'automne et le jardin n'est plus beaucoup fleuri, hormis par exemple ce magnifique camélia Sasanquois. Et tout simplement parce que les plantes sont entrées en dormance. Elles sont maintenant dans une période extrêmement favorable pour la taille, et notamment la taille de formation. On va les alléger, on va les aérer, ça s'appelle la taille de transparence. Alors, direction le Vasterival, ce magnifique jardin de Normandie, où opère Dominique Cousin, c'est le grand spécialiste de la taille de transparence, et ça sera la rubrique Conseil jardinier. Dans un jardin de style forestier comme ici au Vasterival, les plantes, pour qu'elles se dégagent bien les unes les autres et qu'elles se mettent en valeur, ont besoin d'être taillées. Alors je vous propose de rencontrer un expert en matière de taille. Il s'appelle Dominique Cousin. Il est arboriste jardinier ici au Vasterival et il est aussi l'auteur de ce livre extraordinaire que je vous conseille tout particulièrement, La taille en transparence. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Tiens, il est déjà au boulot. Bonjour Dominique. Bonjour Patrick. Eh bien, on va tailler ensemble une taille de transparence. La taille de transparence, c'est un procédé de taille qu'a mis au point la princesse Greta Sturza. Elle s'est rendue compte que finalement des plantes étaient plus poussantes que d'autres et c'est censé redonner une note de légèreté à l'ensemble du jardin. Pourquoi on va tailler cet arbre-là? On va éliminer cette barrière visuelle et dans un second temps, on va surtout redonner aussi un caractère sanitaire correct à l'arbre. On va supprimer les anciennes parties, tous les rameaux qui sont vieillissants, parce que c'est les rameaux les plus vieux qui attireront les premières maladies. Sur ce Chamaecyparis là, on va laisser entrevoir les écorces. Alors, la première étape, ça va être de trouver l'endroit où l'arbre pousse le moins. En fait, on va pouvoir entrer vraiment au cœur de l'arbre et pouvoir s'apercevoir des bois secs, des malformations éventuelles, des branches qui rentrent à l'intérieur, des branches qui ont une forme de crochet, qui ne sont pas esthétiques, de façon à pouvoir les éliminer dans une première étape. On a ici même un axe qui a été privé de lumière et on a tout intérêt à le supprimer et éviter de
couper des branches de grosses sections. Il vaut mieux faire en 2 fois, c'est-à-dire qu'on va couper déjà la branche assez haut, à une vingtaine de centimètres à peu près. Donc ici, on a l'endroit qu'il ne faut surtout pas scier, c'est-à-dire les tissus cicatriciels. Vous voyez tout le bourrelet qui se trouve ici. Donc on va placer notre scie juste au-dessus. Et on va pouvoir faire notre trait de scie. Donc avec les scies à tirer, il faut juste, comme son nom l'indique, tirer et ne pas vouloir couper en poussant, sinon la scie se désaffûte. Et ensuite, vers la fin, on saccade un peu, tout doucement, pour ne pas faire de hachures. Et voilà, on a une coupe qui est très précise, qui est chirurgicale. On s'est rendu compte que quand on part les plaies à la serpette, on endommage le tour, toute la périphérie de la coupe. Or, c'est quand même de cette périphérie-là dont on a besoin. Deuxième phase, on va retirer les bois secs. Donc pourquoi sont-ils tous secs au centre? C'est parce qu'ils sont tout simplement privés de lumière. Il faut garder des parties vertes, des parties qui seront là pour justement assurer la photosynthèse lorsque la plante sera en situation de stress. Alors on continue les bois secs, d'ailleurs qui, cela dit, peuvent se couper à n'importe quelle saison. Et ici on s'aperçoit qu'une branche traverse son voisin, vient alourdir cet endroit-là. Donc simplement le fait de retirer cette branche-là va remédier à notre problème. Et là on va désengorger toute cette partie-là. Le tiers supérieur de l'arbre, c'est vraiment l'endroit où se passe toute la croissance. Il y a les branches, les futures branches charpentières qui sont en train de se décider. Et alors là, si on surtaille cet endroit-là, on risque d'endommager notre plante. Alors, comme on la laisse vraiment prendre toute la place qu'elle a envie de prendre, on va juste enlever les branches qui pourraient être mal formées et qui reviennent vers l'intérieur. Voilà. Et après, il faut s'obliger à sortir de l'arbre et s'arrêter de tailler. Sinon, c'est la surtaille et ça, c'est pas bien. En taillant la partie supérieure de mon arbre, je me suis aperçu que l'arbre était en train de former une fourche. Mais cette fourche a la particularité d'avoir des écorces incluses. C'est un problème mécanique qui nous donne l'aspect visuel d'une écorce complètement fermée et d'une branche bien forte, d'une fourche bien forte, alors qu'il n'en est rien. Elles sont juste collées. Et quand les deux parties adultes vont grossir et s'alourdir, la première tempête va les faire rompre et va les faire casser. Alors pour anticiper la casse, on va supprimer une des deux branches. Donc on va choisir l'axe le plus fort ou en tout cas le mieux orienté. La branche qui se trouve sur ma gauche se trouve vraiment vers la partie extérieure et est pourvue du maximum de branches. Celle qui se trouve sur la droite comporte beaucoup moins de branches, donc on aura certainement moins d'incidence. Alors on va supprimer cette branche et ensuite donc on reprend sa coupe en allant chercher la base de la branche qu'on a laissée. Voilà, donc là on va tout doucement, un petit peu de saccade, voilà, sans entamer évidemment la branche voisine. Donc la cicatrisation va pouvoir se faire aisément et cette tête-là, maintenant qu'elle est toute seule, va reprendre l'ascendance et la sève va être dirigée vers la nouvelle tête. Alors là, j'enlève vraiment les branches qui sont les plus en dessous et qui sont les plus âgées pour améliorer la circulation de l'air. Donc là, on peut peut-être supprimer une petite branche basse pour libérer de la place aux plantes vivaces. Voilà. Comme ça, ça permet vraiment de pouvoir conjuguer les arbres et les arbustes avec les plantes vivaces. Donc là, on va en rester là pour cette année. De peur de le surtailler, on va le laisser et on reviendra l'année prochaine. Dominique, merci pour cette démonstration magistrale. On voit que l'arbre a conservé tout son aspect. On a l'impression même pratiquement qu'il a été très peu taillé. Pourtant, on voit au pied tout cet amoncellement de taille. Alors, ce n'était que la première étape. C'est ça. Ça doit vraiment être la toute première étape et après suivre au fur et à mesure de la végétation. Et c'est petit à petit, on obtiendra ce que l'on voit juste derrière nous, à savoir ces érables extraordinaires qui ont leur silhouette naturelle tout en exprimant toute leur personnalité. Et je crois que c'est ça que l'on appelle la taille de transparence.
Avec l'année qui s'achève, les plantes viennent de prendre leur quartier d'hiver. Les fougères sont protégées pour l'hiver. Les plantes un peu plus frileuses sont à l'abri dans la véranda. Et c'est ainsi que va aussi se terminer notre émission. J'espère que vous aurez apprécié les reportages et les bons conseils que nous vous avons donnés. Et n'oubliez pas, le jardin, c'est toute l'année. Alors je vous dis rendez-vous à très bientôt pour de nouvelles aventures jardinières. Et c'est sur News Jardin TV, bien sûr. Vous aimez nos vidéos, vous regardez régulièrement notre émission Découverte Jardin, vous êtes un passionné de plantes, de légumes, de fleurs, de jardin, de jardinage, de botanique. Eh bien, savez-vous que News Jardin TV, c'est également un site internet. Un site internet sur lequel il y a beaucoup de vidéos, énormément d'articles, des dictons, des citations et beaucoup de passion. www.newsjardintv.com